quelles sont les erreurs que font la plupart des repreneurs d'entreprises que tu accompagnes sur cette structuration juridique? Alors pour moi, il va y avoir quand même le niveau. Je pense qu'il faut déterminer si on est en very, en small ou en middle quand même. Les petits deals, on a tendance à se dire plusieurs choses. Je le paye pas cher, donc je vais pas mettre d'argent dans l'audit, ce qui est pire que tout, parce qu'on le paye pas cher, mais en réalité, ça veut pas dire qu'il y ait pas plus de risques, parce qu'effectivement, c'est souvent moins structuré. Et donc, du coup, les risques, ils sont pareils, voire exponentiels. Quand on a 4 salariés, que la boîte coûte 1 million, 2 millions, ou qu'elle en coûte 70 000, les risques sont toujours les mêmes. Si demain, c'est mal géré, qu'il y a un problème de redressement au niveau des URSSAF, si on n'a pas fait un rappel des cotisations, si on n'a pas augmenté les salaires comme on aurait dû faire, ou si demain, on se prend une procédure par un salarié qui est mécontent. Le risque, c'est le même. Et parfois, il y a même plus d'ancienneté, parce que c'est des sociétés familiales, et donc au prud'homme, ça va être un peu plus taxé. Il y a donc le fait de sous-estimer les audits, et notamment aussi au juridique, parce qu'on pense que ça sert à rien. Donc sur les contrats, on a pu voir que c'était pas le cas. Il y a aussi le fait de se dire que si on n'est pas sur un gros deal, c'est pas grave, on lâche sur le plafond de la gap. Oui. Sauf que le plafond de la gap, c'est juste essentiel, c'est la seule garantie qu'on peut avoir. Quand on va faire un cautionnement bancaire, la banque, elle vous dira pas je vous fais moins parce que vous empruntez moins, c'est 30% et puis basta. Là, moi j'ai beaucoup de dossiers où en ce moment c'est un peu la mode, soit on prend pas de garantie de la garantie, un CKS ou une garantie à première demande, ces éléments-là. Un nantissement, enfin peu importe. Soit ils vont dire en fait c'est pas grave, en fait je vais prendre 10% du prix. Quand on a fait un audit et qu'on peut chiffrer, on s'aperçoit que souvent il y a la moitié du plafond de la garantie du coup qui, si les risques se mettent en place, même s'ils sont hypothétiques, on peut quand même les chiffrer en avance, va être mongé. Donc en réalité, vous n'avez pas une vraie gap. Et en vrai, ça devrait être plutôt une garantie spécifique qu'on va négocier, plutôt que de dire, en fait, je rapetisse le montant du plafond de la gap et on y va, tout ça parce qu'il y a un petit peu de pression du cédant qui veut partir à sa retraite et qu'il en a marre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Une session presque parfaite. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Elodie Pereira, avocate en M&A, qui accompagne tant des repreneurs d'entreprises que des cédants d'entreprises. Et on va parler de la façon dont on peut reprendre et sécuriser une reprise d'entreprise. Bonjour Elodie. Bonjour à toi, merci pour ton invitation. Avec grand plaisir. Donc effectivement, ça fait un petit moment longtemps que je voulais te recevoir parce que ton cœur de métier, c'est d'accompagner à la fois des vendeurs, mais aussi des acheteurs dans la reprise d'une entreprise ou dans la cession d'une entreprise. Tu publies aussi très régulièrement du contenu sur LinkedIn, contenu très pédagogique d'ailleurs. Et je vous recommande de suivre son profil sur les réseaux. Merci. Et je me suis dit que c'était intéressant et important, avec le contexte actuel, de parler de la façon dont on peut sécuriser une reprise d'entreprise d'un point de vue juridique, parce que c'est ton métier. Et voilà, donc l'idée, c'est d'évoquer ces sujets-là. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais ? Alors, je suis avocate depuis 10 ans et demi aujourd'hui. J'interviens en M&A et spécifiquement tout ce qui va être transmission d'entreprise, reprise, cession, donc tant côté acquéreur que cédant. Je suis passée par des expériences, une première petite structure où ça faisait que du LBO à la chaîne. C'était un intervenant du CRA hyper technique, hyper intéressant. Peut-être un peu trop technique pour moi au début, donc on va dire que j'ai pris la tangente dans ce cabinet que je voulais un peu plus généraliste, en droit des sociétés, M&A, restructuration, mais qui finalement a terminé où j'étais la seule senior qui faisait que les acquisitions et les cessions. Ça m'a poursuivi. Très peu de contentieux pour moi, et d'ailleurs aujourd'hui je n'en fais pas, et qui faisait 80% à l'époque de reprise, de transmission d'entreprise. Donc naturellement, après l'installation, je me suis mise là-dedans, qui est un peu mon dada et ce que je sais faire et ce que j'adore. Donc c'est ton cabinet maintenant depuis c'est mon cabinet depuis 2 ans et demi. 2 ans et demi, très bien. Je suis en train de m'associer avec une fiscaliste qui vient de gros cabinets, une grosse entreprise en direction fiscale qui était justement sur les transmissions d'entreprise et la restructuration. Donc ça prend son sens. Et en général, c'est quoi la taille des opérations sur lesquelles tu interviens ? Je vais faire plutôt du very et du small, peut-être un peu de middle. En tout cas, moi, ça ira de, 150 000 euros jusqu'à à peu près entre 15 et 20 millions. D'accord. J'irai pas au-delà parce que je suis pas staffée pour. J'ai pas forcément envie pour l'instant de me staffer pour. Et pour moi, on vend pas une boîte à 2 millions comme on vend une boîte à 50 millions. Tout à fait. Puis c'est vrai qu'il y a un gros marché, on en parlait avant de faire cet enregistrement, avec le nombre de départs à la retraite qui est prévu
d'ici 10 ans. Ouais, il y a un énorme papillon, beaucoup d'opportunités. Tout à fait. Beaucoup de boîtes, surtout en very small et en small, à restructurer, où il y a une vraie plus-value à faire et des vraies affaires à faire. Et aussi, c'est quand même, on va pas se mentir, pour moi, une urgence publique, parce que c'est la pérennisation de certains savoir-faire et du maintien de l'emploi qui va se faire notamment dans des régions qui vont être peu densifiées, mais qui participent à l'écosystème d'un département ou d'une région. Tout à fait, parce que c'est vrai, même moi je m'en rends compte, des fois quand j'échange avec des dirigeants, toi aussi, il y en a quand même pas mal qui n'ont pas bien anticipé la transmission, et qui se retrouvent malheureusement à devoir fermer boutique, alors que c'est des boîtes qui sont rentables, des belles boîtes, parfois, mais il y a un manque d'anticipation, de préparation, de trouver aussi un repreneur quand il n'y en a pas en interne. Ouais. C'est pas évident, avec aussi parfois des réalités qui sont déconnectées aussi du marché, et qui parfois empêchent un vendeur de vraiment vendre son entreprise. Il y a ça, c'est que il y a le côté où on vend pas, donc ça c'est le pire des cas, et le mieux des cas, il y a aussi le côté où on vend mal, parce que du coup ça repose sur eux, c'est pas structuré, il y a pas de famille ni de salariés qui reprennent. Ça amoindrit la valo. Je pense que ça, c'est votre dada. Ouais, tout à l'heure, mais ça amoindrit la valo, et parfois ça mérite une vraie restructuration. Et exactement. Quand on a 65 ans, on va dire qu'on vend de moins en moins au fur et à mesure qu'on vieillit, et on prend pas le temps de restructurer, on n'a plus le temps. Tout à fait. Et plus l'envie aussi, je pense. Et puis aussi, il y a la partie, celle dont on va parler maintenant avec toi, la partie juridique, qui est à mon sens aussi parfois un peu sous-estimée. Tant par les acheteurs que par les cédants, parce c'est vrai que naturellement tu penses à la finance, tu penses à la valorisation, des choses qui te permettent de te projeter plus vite, mais la partie juridique pour moi c'est c'est des vrais fondamentaux, et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité te recevoir, parce que c'est ton cœur de métier. Alors Élodie, donc la première question, pourquoi c'est aussi important que de se poser cette question sur la structuration d'une reprise d'entreprise? Je veux même dire, c'est même pas que c'est hyper important, c'est que surtout la reprise c'est quand même complexe. Faut pas oublier que c'est quoi, qu'est-ce que c'est la reprise à la base? C'est on reprend une société qui finalement est viable et à laquelle on va endetter pour pouvoir se la payer et reprendre le flambeau. Donc il faut trouver quand même la vraie structure qu'il faut, et pour qu'on sache si cette structure elle est viable et qu'on va pas s'endetter pour partie ou tout partie en tout cas, et pouvoir la pérenniser et donc ajouter une valeur plus tard, il faut quand même prendre une cible qui va supporter cet endettement, qui va être financièrement viable, qui va avoir des équipes qui tiennent la route, qui a un savoir-faire, qui peut être modernisé, mais du coup, dans les détails, au niveau fiscal, juridique et social, qui ont des conditions de droit qui, en fait, ne vont pas se retourner contre nous. Un litige prud'homal qui n'a pas été anticipé, des déclarations qui ont mal été faites en fiscalité. En juridique, le cas classique, on prend une boîte peut-être dans l'industrie avec des contrats cadres, avec des fournisseurs ou des clients, on vend, en fait, le changement de contrôle, bim, le contrat va s'arrêter. Et donc, du coup, si ça s'arrête, c'est peut-être 20, 30, 40, 50% du marché qui peut s'arrêter, et donc de l'activité, donc à la fin, vous vous retrouvez avec une boîte que vous avez payée trop cher. Donc, mine de rien, sous-estimer ça, moi j'en ai beaucoup, des acquéreurs, surtout en véri, qui me disent non, c'est bon, le juridique, c'est moi, j'ai regardé un contrat, je sais lire un contrat. Effectivement, mais une fois qu'on arrive et qu'on a signé, c'est un peu plus dur d'éteindre les incendies quand ça n'a pas été vérifié et que c'est signé. Parce que pour toi, justement, quelles sont les erreurs que font la plupart des repreneurs d'entreprises que tu accompagnes sur cette structuration juridique? Alors pour moi, il va y avoir quand même le niveau. Je pense qu'il faut déterminer si on est en very, en small ou en middle quand même. Les petits deals, on a tendance à se dire plusieurs choses. Je le paye pas cher, donc je vais pas mettre d'argent dans l'audit, ce qui est pire que tout, parce qu'on paye pas cher, mais en réalité, ça veut pas dire qu'il y ait pas plus de risques, parce qu'effectivement, c'est souvent moins structuré. Et donc, du coup, les risques, ils sont pareils, voire exponentiels. Quand on a 4 salariés, que la boîte coûte 1 million, 2 millions, ou qu'elle en coûte 70 000, les risques sont toujours les mêmes. Si demain, c'est mal géré, qu'il y a un problème de comment on appelle ça, de redressement au niveau des URSSAF, si on n'a pas fait un rappel des cotisations, si on n'a pas augmenté les salaires comme on aurait dû faire, ou si on se prend une procédure par un salarié qui est mécontent. Le risque, c'est le même. Et parfois, il y a même plus d'ancienneté parce que c'est des sociétés familiales et donc au prud'homme, ça va être un peu plus taxé. Il y a donc le fait de sous-estimer les audits et notamment aussi au juridique parce qu'on pense que ça sert à rien. Donc sur les contrats, on a pu voir que c'était pas le cas.
Il y a aussi le fait de se dire que si on n'est pas sur un gros deal, c'est pas grave, on lâche sur le plafond de la gap. Oui. Sauf que le plafond de la gap, c'est juste essentiel, c'est la seule garantie qu'on peut avoir. Quand on va faire un cautionnement bancaire, la banque, elle vous dira pas je vous fais moins parce que vous empruntez moins, c'est tant de pourcents et puis basta. Là, moi j'ai beaucoup de dossiers où en ce moment c'est un peu la mode, soit on prend pas de garantie de la garantie, un CKS ou une garantie à première demande, ces éléments-là, un nantissement, enfin peu importe. Soit ils vont dire, en fait, moi, c'est pas grave, en fait, je vais prendre 10% du prix. 10% du prix, quand on a fait un audit et qu'on peut chiffrer, on s'aperçoit que souvent, il y a la moitié du plafond de la garantie, du coup, qui, si les risques se mettent en place, même s'ils sont hypothétiques, on peut quand même les chiffrer en avance, va être mangé. Donc, en réalité, vous n'avez pas une vraie gap. Et en vrai, ça devrait être plutôt une garantie spécifique qu'on va négocier, plutôt que de dire, en fait, je rapetisse le montant du plafond de la gap et on y va, tout ça parce qu'il y a un petit peu de pression du cédant qui veut partir à sa retraite et qu'il en a marre. Non, mais t'as listé effectivement tous les points moi auxquels je pensais. Ouais. Parce que est-ce que toi t'as l'impression que justement les acheteurs, les repreneurs d'entreprise vont plutôt faire un focus sur la partie valorisation au détriment de la partie protection juridique? Beaucoup, et puis il y a beaucoup de gens, alors quelques formateurs, mais il peut y avoir aussi parfois d'autres professions ou d'autres conseils qui sont pas forcément conseils, qui vont dire non mais c'est bon, on prend un modèle. Alors ça se voit beaucoup sur un petit niveau, sur du middle ça se voit quand même pas trop. Sinon, c'est pas très professionnel de toi à moi. Mais en small et very small, on le voit encore, où finalement, c'est bon, j'ai un modèle, donc j'ai une économie, donc au pire, on relie. Le conseil, on s'en fiche, parce qu'en réalité, c'est bon, j'ai mis mes conditions suspensives. Parfois, c'est plus compliqué que ça. C'est bête, mais ne pas avoir relu son bail, vous dire, ouais, c'est bon, le bail se termine dans un an, je suis tranquille. En fait, on est sur 12 ans. Dans un an, en fait, si on n'a pas renouvelé le bail avant, il y a un déplafonnement. Aujourd'hui, le locatif vaut quand même plus cher que la vente. En immobilier, en fait, le déplafonnement, il est exponentiel. Tout à fait. Et mine de rien, sur le business plan et sur l'activité, ça pèse, quoi. Et donc, c'est pas pris en compte pour l'endettement auprès de la banque. C'est pour ça qu'il y a des subtilités qui font que, c'est ce que moi je dis toujours aussi aux dirigeants d'entreprise, c'est de choisir un avocat qui est spécialisé sur ce type d'opération. Parce que prendre un avocat peut-être qui fait tout, mais dont le cœur de métier n'est pas forcément la cession d'entreprise, pas forcément aussi, c'est pas forcément peut-être le meilleur des conseils. En tout cas, c'est prendre quelqu'un qui connaît, qui en fait beaucoup. Parce que dans les contrats, t'as des subtilités, même des fois juste pour une LOI, et encore moins pour la gap, encore pire pour la gap d'ailleurs. On va en parler juste après. Gap, Pour la gap, c'est vrai que pas beaucoup d'acheteurs ni de vendeurs, quand c'est leur première expérience de reprise d'entreprise, ne connaissent ça. Et ils ne se doutent pas à quel point en fait, parfois c'est le nerf des négos. Et j'imagine que de ton côté, je ne sais pas si tu as déjà vu des deals qui ont capoté par rapport à des négociations juridiques. J'ai eu récemment, alors il se reconnaîtra sûrement, mon petit client. Coucou. Par exemple, il a négocié sa lettre d'intention seul, assez mal négocié. Alors c'était une activité qui reposait beaucoup sur la personnalité du cédant, donc qui était pas très cher au début, mais le but c'est de faire une entrée progressive, l'aider à structurer et ressortir au fur et à mesure. Ils l'ont fait tout seul, chacun de leur côté. On est rentré dans le deal. Alors moi, dès l'audit, il a mis beaucoup de pression et au moment alors il n'y avait pas de promesse, encore une autre erreur qu'on peut faire souvent. On arrivait à l'acte de cession et en fait on n'avait plus d'exclusivité, on n'était plus liés sous un engagement. Et au moment où on négociait l'acte de cession, parce que du coup, on n'a pas eu cette phase de promesse où on négocie beaucoup plus en profondeur, ce qui s'est passé, c'est que le deal a capoté parce que finalement, le cédant s'est aperçu qu'il vendait trop peu cher, même si, en fait, c'était une structuration successive, même s'il y avait un gros accompagnement où il était compensé, en fait, ça ne l'a pas fait. Et puis, ça a tellement duré, c'était assez compliqué que leur relation en fait, faisait qu'il y avait une perte de confiance. Et ça, en fait, mine de rien, un avocat, alors pas forcément que spécialisé en transmission, mais des gens à M&A qui a l'habitude d'en voir plus souvent qu'un généraliste en droit des affaires, ça, l'expérience fait qu'on peut prédire aux clients que, attention, ça risque de s'arrêter. Il y a des deals, dès le début, je sais que ça le fera pas. Alors peut-être j'ai plus d'intuition, j'en sais rien, ça peut arriver, parfois je me trompe, mais on a quand même, c'est comme pour un pacte d'associés, je vais vite savoir si ça va capoter ou pas du tout. Ah, bien sûr.
On a l'habitude, on en fait tout le temps, donc l'expérience justifie le fait qu'on puisse se dire, bah là, attention, on va peut-être conseiller le client un peu différemment à se positionner pour pas qu'il perde le cap sur la négo. Ouais, il y a des red flags et au final, comme tu l'as mentionné, c'est la rupture de confiance qui va parfois faire capoter le deal. Ouais, parce que quand tu vois qu'il y a un bon deal, il faut que ce soit gagnant-gagnant. Il ne faut pas qu'il y ait un seul, entre guillemets, gagnant, que ce soit du côté vendeur ou du côté acheteur. Et effectivement, avec l'expérience, tu vois d'emblée s'il y a une des deux parties qui veut imposer parfois des conditions très strictes. Et si tu n'as pas l'œil pour les identifier et te dire non, dans tous les cas, c'est bon, ça n'arriverait jamais, ce type de situation. Un avocat, justement, un bon avocat, c'est quelqu'un qui arrive à prévoir tout type de scénario. Alors, je sais pas si on prévoit tout, mais on essaye. Exactement, c'est vrai qu'on peut pas tout prévoir, mais au moins essayer d'anticiper les scénarios les plus mauvais qui pourraient se réaliser, indépendamment des facteurs exogènes, évidemment. Ce qui peut être très anxiogène pour l'acquéreur aussi, parce que le pauvre, lui, il est trop content, il dit c'est bon, on va faire 18 mois d'accompagnement, vous êtes sûr ? Ouais, non mais après oui. Et là, on évoque tous les scénarios possibles qu'ils essaient de démonter en quelque sorte, et puis à la fin, bon, ils comprennent qu'on a un peu raison, mais combien de fois j'ai dû avoir l'expert comptable, un autre avocat qui est venu à étayer ce que je pouvais dire parce que le client au début on se connaît pas bien et c'est normal. Oui. Pour gagner cette confiance et qu'il dit ah oui en fait vous avez raison, ça arrive, c'est le jeu. Alors justement Élodie, quelles sont les questions qu'un acheteur, un repreneur doit se poser avant même de penser à reprendre une entreprise, évidemment d'un point de vue juridique, voilà, pour les personnes peut-être qui nous écoutent et qui seraient dans ce type de projet actuellement? Déjà, c'est un peu sa structuration. Je pense que c'est la base. La personne qui va venir et qui n'a pas d'apport et qui va se dire bah, c'est bon, je vais prendre une boîte à plusieurs millions. Voilà, comment il finance. La banque va pas faire de 100%. Un crédit vendeur trop gros, la banque, ça passera pas avec elle. Et c'est pas sérieux vis-à-vis d'un cédant. Enfin, moi, quand je conseille les cédants, les 100% crédit vendeur, je suis contre. Dire qu'on va se faire financer que par la trésorerie de la boîte, c'est une super utopie, mais si on la fait à 100%, ça veut dire qu'on va au-delà de l'excédentaire. Et mine de rien, en réalité, ça entraîne une procédure collective si c'est mal géré, ce qui est dans 95% des cas. Et aussi du pénal accessoirement parce qu'en fait on a fait juste un abus de bien social. Donc si on a 100 000 euros, on va peut-être pas se payer une boîte à 2 millions. Voilà. Il faut savoir qui on appelle, comment on se fait financer, quel secteur d'activité aussi, qu'est-ce qu'on recherche. Est-ce que c'est un projet court terme, moyen terme, long terme? Est-ce que c'est dans une intégration de groupe ou pas du tout? Donc ça c'est déjà la base. Il faut aussi se poser sur plus du même le dossier quand on trouve sa cible, quelles sont les spécificités des activités. On a beaucoup de négligence par exemple sur le volet environnemental. Quand on prend des activités qui sont plutôt classées ICPE ou soumises à déclaration, faut pas oublier, il y a des principes très récurrents comme le principe pollueur-payeur qui est le dernier exploitant va être celui qui va réparer. Donc ça veut dire que c'est lui qui a le coût de la dépollution. Donc si en fait on fait pas participer un minimum le cédant ou alors on va pas négocier une gap dedans qui permettra avec un plafond spécifique de supporter qui peut être des prix mais colossaux, une station-service par exemple, tout bête. Ah oui. C'est une super affaire, mais dépolluer c'est hyper compliqué. Donc du coup ça c'est des éléments à se poser et est-ce qu'on est prêt à aller dans ce genre d'activité. Regardez aussi est-ce que l'activité elle dépend totalement du cédant ou pas. Parce que ça veut dire que ça va avoir un impact sur la valo, ça va avoir un impact sur le prix qu'on va en retirer, sur l'accompagnement qu'on va y faire aussi. Peut-être que ça vaut le coup que la personne sorte plus tard, peut-être que la personne va faire un accompagnement plus long pour l'aider à structurer, ou avec un earn-out, parce qu'en fait, il y a peut-être un sujet sur est-ce que ça va se pérenniser dans le temps si en fait c'est tous ses potes qui font les 3/4 du chiffre d'affaires. Ça m'est déjà arrivé dans un dossier. Voilà, donc c'est plein d'éléments comme ça. Bon, il peut y en avoir plein d'autres, mais... En tout cas, ces points-là qu'il faut prendre en compte. Et aussi peut-être sur le volet RH, est-ce que c'est une équipe qui est autonome? Si elle est autonome, est-ce qu'il y a des éléments qui sont trop forts et donc ça va pas matcher? Est-ce que ça vaut pas le coup, alors même si c'est parfois pas recommandé, de faire peut-être un petit accompagnement en sous-marin, en prestataire, 1 mois ou 2 avant pour rencontrer les personnes et voir si ça le fait? Est-ce que parmi ces RH, en fait, l'équipe est bien gérée? Parce que si en fait ça se passe mal, aller là-dedans, ça va être très compliqué à restructurer, à gagner la confiance. Donc ça veut dire qu'en plus qu'on prend sa casquette de repreneur, on va avoir sa casquette de manager qui va être mise à rude épreuve. Est-ce que les personnes clés, y a une vraie volonté à les faire monter? Parce que
une condition suspensive il y a toujours des personnes clés dans la société, vous n'êtes pas à l'abri qu'une fois que vous avez signé, le lendemain, il démissionne. Exactement. Le cédant, il aura fait son job, donc voilà. Donc est-ce que ça vaut pas le coup de les faire monter ? Donc est-ce que si on fait un fonds, on le met minoritaire, majoritaire, à quel point on veut perdre la main ou prendre la main ? C'est tous des éléments qui se posent en fait, c'est comment reprendre surtout. Parce qu'en fait, tout ça, c'est ce qui va conditionner la négociation juridique. Ouais. À la fois, si c'est un montage LBO ou autre, il y a des associés, donc le pacte d'actionnaires, mais aussi et surtout la garantie d'activité de passif qu'on va voir juste après, et tout ce qui va être garanti homme-clé aussi. Ouais, donc c'est vrai que c'est rapidement identifier effectivement des personnes clés, surtout si on est une personne physique ou on reprend une entreprise. C'est encore plus complexe. Alors c'est encore plus complexe parce que c'est souvent, je dis pas c'est tout le temps, mais c'est souvent comment on appelle ça, la réorientation. Ah oui, ouais, d'accord. C'est-à-dire que c'est souvent des anciens salariés, cadres dirigeants ou cadres sup qui étaient managers, qui savent gérer des mini-équipes et des budgets dans des grosses entreprises. En tout cas, qui ont souvent entre 45 et 55 ans, qui arrivent sur des points où en fait, ils font mettre un peu au placard. Il y a quand même beaucoup de jeunes qui arrivent avec l'IA, avec toutes des choses innovantes qui ne sont pas forcément de cette génération-là, en tout cas 55 un peu moins, qui vont plus retrouver forcément un job sur le marché parce que 55 ans, les entreprises empochent beaucoup moins. Et donc, ils se retrouvent à soit je crée, soit je reprends. Sauf qu'en fait, reprendre quand on a été salarié, on ne peut pas forcément savoir si c'est fait pour nous. Et du coup, après, quelle manière ? Parce qu'ils vont faire... Alors, on est sur la reprise classique, là, ici. Donc, on va avoir un LBO classique, une holding avec un endettement, effet de levier et un apport. Donc, on y met quand même beaucoup d'économies, donc il ne faut pas se planter. Souvent, ce modèle-là de reprise, il y a à peu près 50% des deals au bout de 5 ans qui ont en fait capoté. On a aussi des reprises. Donc là, quand on n'est plus personne physique, il y a de la croissance externe où on a une société mère qui filiarise tout et donc soit on absorbe, soit en fait on va rajouter une filiale qui va être connexe, annexe et qui se pose d'autres questions qui va être comment on entre... il n'y a pas la même culture d'entreprise, comment on va fusionner les postes, est-ce qu'il y a des doublons, est-ce qu'ils vont dans les process fonctionner ensemble, ça il fait beaucoup. On parle beaucoup de build-up par exemple, c'est la grosse mode notamment dans le bâtiment. En termes RH, il n'y a rien de pire dans le bâtiment. Donc, dans le bâtiment, déjà, c'est un secteur assez donc, en fait, difficile. Ouais, mais c'est beaucoup. En tout cas, moi, beaucoup de demandes, c'est vraiment la mode, parce qu'en termes de synergie, le ravalement, le terrassement, il y a tout un panel qui est hyper intéressant sur des petites structures qui peuvent faire vraiment un beau groupe. Mais en termes de RH, en termes de process, aller implanter des process sur des gens qui travaillent depuis 25 ans un peu à mode libre, ça va être compliqué. Donc ça, c'est à prendre en compte. Ça fait partie des difficultés à prendre en compte quand on reprend. On va avoir les sessions familiales, le FBO, très rapide, qui, en fait, mine de rien, un énorme volet émotionnel à gérer. Donc ça, c'est un peu la difficulté. Mais on va être sur de la donation classique avec des engagements auprès de l'État. Moi, je le fais toujours avec un notaire ou un fiscaliste ou souvent parfois les deux ensemble. On va avoir de la reprise plus des managers. Est-ce qu'on reprend avec des managers ou pas ? Est-ce qu'on fait intervenir un fonds minoritaire, majoritaire, avec une structuration classique de LMBO, mais aussi avec peut-être des entités supplémentaires où on va y mettre soit la dette, soit les actions de préférence, les obligations. Moi, j'aime bien isoler les managers quand ils sont minoritaires. Dans une manco aujourd'hui. Dans une manco, j'aime bien ça, moi. Manager, pour ceux qui n'ont peut-être pas forcément le terme. C'est toi qui as commencé. Oui, c'est vrai. J'aime bien isoler les managers parce que du coup, ça leur permet d'être en symbiose entre eux et ça pollue pas le repreneur ni le fonds qui intervient. Et ça permet d'avoir plus de souplesse dans la gestion avec un bon pack d'associés bien structuré. Exactement. Un peu complexe par contre, mais bien structuré. Voilà, c'est déjà pas mal. Parfois aussi, moi j'ai pas mal le scénario où on a, en termes de structuration, qui peut être difficile, mais qui a plus de sens qu'un long accompagnement, c'est de faire remonter ou réinvestir le dirigeant, une sorte d'OBO minoritaire, dans laquelle il va participer dans la holding qui va racheter la boîte. Souvent, on a une certaine valo quand même, avec ou sans fonds, bien évidemment, mais au moins, il sort dans 2-3 ans, donc avec une augmentation de valeur, et ça équivaut un peu à un complément de prix qui va faire que derrière, la personne va rester motivée. Et ça évite les accompagnements longs de 18 mois où en fait on ne sait plus quel poste il a, l'acquéreur a du mal à prendre son rôle. Et voilà.
Là, effectivement, c'est des opérations que l'on voit régulièrement, classiques, mais c'est pour ça que c'est important de se poser toutes ces questions justement en amont et pas de se précipiter. Bon, c'est vrai que avec le contexte actuel, on voit beaucoup justement. Tout à l'heure, tu as parlé aussi parfois de formateurs, etc. Où parfois on va trop donner de fausses illusions aussi à des personnes en les incitant à reprendre une entreprise, alors que faut rappeler que c'est ça. Pas tout le monde n'est fait aussi pour la reprise d'entreprise. C'est pas. Ouais. On peut, dire, tout le monde. Enfin, en soi, on peut tous se donner les moyens d'y arriver, mais il faut quand même bien structurer le dossier. Généralement, il faut mine de rien avoir un apport personnel parce que maintenant il y a de plus en plus de repreneurs d'entreprise. Si toi tu viens pas avec un bon dossier sans apport personnel face à d'autres personnes, on n'est pas crédible face à la banque. Oui, bien sûr. On va pas demander à une banque de s'endetter et prendre un risque sur un dossier quand nous on va même pas prendre un quart du risque. Ouais, et c'est normal, c'est compréhensible. D'engagement aussi, d'implication. C'est pas crédible. Et surtout, je pense que on sous-estime aussi la durée du processus, toutes les étapes qu'il y a entre les débuts des échanges avec un vendeur et le closing. Donc c'est vrai que il faut se poser les bonnes questions. J'en ai beaucoup qui viennent, ils disent on vient de signer une lettre d'intention, dans un mois on signe l'acte final, d'accord. Ah ouais, non, audit compris. Ouais. Ah oui. Donc là je sais pas justement. Même jour, je pense que c'est ambitieux, mais sais pas, ça m'arrive, ça m'arrive. C'est pas cliché, ça m'arrive. Parce que je pense que on pense que la LOI c'est la partie la plus importante, alors que la LOI c'est surtout ce qui va va permettre de débuter des négociations un peu plus sérieuses. Ouais, moi je pense que c'est une vraie erreur alors pas forcément un repreneur mais un primo-repreneur. Je pense que c'est une vraie erreur de penser que la lettre d'intention suffit. La lettre d'intention c'est le premier écrit, donc il faut la peaufiner parce que c'est le premier effet psychologique pour le cédant. Tout à fait. Néanmoins c'est pas ultra engageant. Alors il y en a qui vont dire il y a un panel d'engagement, mais ça reste pas une promesse où chacun va s'engager sauf sous conditions suspensives comme un compromis de vente en immobilier. C'est vraiment une lettre. Elle porte son nom d'intention, d'intérêt, où on dit voilà, j'ai l'intention de, sur la base des négociations, sur lesquelles on va approfondir, affiner après audit, avec des conditions suspensives qu'on va reporter et peut-être même ajouter, un calendrier, puisque ça c'est vraiment ce qui va rythmer, et donc un délai d'exclusivité qui en moyenne est autour de 2 mois sur des petits deals, peut-être 4 jusque des gros, pour arriver en fait à faire cet audit et la promesse sous conditions suspensives. Et beaucoup de gens vont faire l'impasse de dire bah non c'est bon j'ai une lettre d'intention, dans 2 mois on a signé et c'est terminé. Et en fait quand on passe ces 2 mois et qu'on n'a rien signé d'autre et qu'on est juste à l'acte de cession et qu'on enlève la promesse, il y a une vraie insécurité juridique parce que même si on a une rupture brutale des pourparlers dans la négociation, ça n'empêchera pas qu'en réalité l'indemnisation de cette perte de chance juridiquement, ce qui est reconnu, c'est les frais qu'on a engagés. Tout à fait. Il y a tellement de raisons pour faire que ça ne puisse pas arriver. Donc la Cour, elle ne va pas voter l'indemnisation, engager l'indemnisation d'une perte de chance. En tout cas, elle l'indemnise très très mal aujourd'hui. Donc le temps qui est perdu, il peut s'être passé 6 mois, 8 mois. En fait, elle ne va pas l'indemniser. Par contre, elle va indemniser le fait que on a eu des frais d'audit, des frais d'avocat, des frais d'expertise comptable, des frais de conseil M&A, peu importe, tu vois. Mais en tout cas, elle va indemniser un vrai préjudice qui va être matériel et qui va être chiffré. Et parfois, c'est rien par rapport au temps perdu. Quelqu'un qui est un primo-repreneur, il est souvent au chômage pour justement se lancer dans ce projet de reprise qui va durer un an et demi maintenant, mais jusqu'à 2 ans en fonction de la période. Il a perdu aussi des mois d'indemnisation. Donc, il va se retrouver au bout de 2 ans sensible. En fait, il retourne en salariat. Oui, parce que il peut plus financer en fait. Le temps c'est de l'argent dans ce genre de process et surtout effectivement tu as raison sur la partie LOI, il y en a aussi beaucoup qui font l'erreur de se concentrer que sur ça et qu'avec une seule cible et donc de perdre des opportunités ailleurs en pensant que cette LOI va les sécuriser et va les amener jusqu'au closing. Et là où il y a encore plus d'erreurs, c'est le fait de se concentrer sur une seule cible mais pas forcément négocier bien. Tout à fait. Dire non, il y a des points quand même qu'on doit quand même retrouver en lettre d'intention au moins de base parce que le prix, certaines conditions, au moins la structuration. Si déjà de base on dit non c'est bon on s'entend pas on verra plus tard, en fait entre ça plus les audits jusqu'à la promesse on a juste perdu 6 mois et à la fin on signe pas. Il y a tellement d'étapes. Il y a tellement d'étapes que ça peut capoter à tout moment. Moi j'ai un deal qui s'est arrêté parce que le cédant perdait, il se séparait de sa femme et donc du coup il voulait plus vendre. C'est improbable, il y a tellement de raisons improbables pour que ça s'arrête.
Donc du coup, l'erreur, c'est de ne pas faire de cible en même temps, jusqu'à un certain moment, mais aussi de mal négocier celle qu'on va choisir en unique. Tout à fait. Parce qu'on veut aller vite. C'est pour ça que c'est aussi bien important de s'entourer, en tous les cas, parce que c'est les conseils aussi qui vont rythmer le processus. Parce que des fois, on le voit quand on discute avec un vendeur qui n'est pas accompagné, c'est encore plus long parce que le dirigeant doit s'occuper de tout, il doit envoyer les documents, il doit verser. Donc parfois, il y a des semaines, il ne va pas forcément répondre, il va envoyer au compte-gouttes. Et donc ça, le dit dure 4 mois, 4 mois semaines. Et ça peut faire fuir et l'acheteur il peut peut fuir, hein, donc il se lasse en tout cas ça crispe. Donc en fait dans les échanges ça commence à se crisper. Exactement. Donc tu as une lettre d'intention où finalement tu rouvres les débats qui étaient mal structurés, plus derrière un temps de latence parce qu'il s'est pas bien fait accompagner. Le cédant, en fait, pour le cédant, l'effet psychologique du cédant, elle n'est pas à négliger dans une reprise côté repreneur. Et mine de rien, au bout d'un moment, il va se crisper. Lui, il n'a qu'une hâte, c'est s'en aller. Il se sent un peu piégé parce qu'il n'a pas envie de tout recommencer, mais il se sent aussi floué parce qu'il commence à perdre cette confiance qu'on était en train d'évoquer. Et même si l'acquéreur, le pauvre, n'a rien fait, le moindre cafouillage prend des proportions. Ouais, tout à fait. Donc c'est hyper important de structurer cette lettre d'intention. Moi, j'ai envie de rajouter, de s'assurer qu'il soit représenté, parce que mine de rien, l'avocat unique, à la fin, il devient juste le super rédacteur, mais il devient plus conseil pour aucune des deux parties. Et là, ça devient encore plus compliqué. Oui, parce qu'en fait, il y en a qui vont balancer une LOI comme ça, sans la faire relire ni par leur conseil financier, on va dire, et encore moins par leur conseil juridique. Et ils vont, quelques mois plus tard, revenir sur certains points. Et ça, je pense que pour moi, parfois, c'est qui ne sont pas justifiés par l'audit. Exactement. Pour marquer une rupture dans la confiance ou pour crisper l'autre partie. Revenir sur des points qui sont censés être déjà validés entre guillemets à première vue, sauf si effectivement l'audit vient un peu contrebalancer. Pour moi, l'audit c'est une justification, donc tant mieux, que ce soit financier, comptable, fiscal, social, juridique, tant mieux. On voit un point et soit on le règle avant, soit en fait effectivement on lui explique que ça va avoir un impact. Mais quand il n'y a pas l'audit et que c'est juste quelque chose qu'on aurait dû faire dès le début, ça devient un peu plus compliqué parce que là il se dit en fait on a fait une lettre d'intention à la base, on a parlé des semaines, et à la fin vous me dites qu'on reprend tout. Il y a la méfiance parce qu'on se dit en fait qu'est-ce qu'il va retrouver, qu'est-ce qu'il va renégocier. Et c'est pour ça que c'est sous-estimé aussi l'aspect confiance dans un deal. Et être carré, être moi, réglo, c'est un peu comme un devis. Tu vas faire un devis chez quelqu'un, il te dit oui, c'est ça, et puis à la fin, on te dit non, c'est pas ça. Alors, c'est pas ça si t'as ajouté tel truc, mais ou finalement, on avait mal compris sur un scope, ou voilà. Mais par contre, si jamais les conditions n'ont pas changé et que t'augmentes de 30%, t'es pas très content d'aller faire affaire avec ton fournisseur, quoi. Et il y a aussi une question qui revient très souvent dans la reprise d'entreprise, c'est est-ce qu'on reprend le fonds de commerce ou on reprend l'entreprise, donc c'est dans le jargon juridique, c'est share deal et asset deal pour la reprise uniquement de l'actif, donc du fonds de commerce. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît, sur ça ? C'est une très très bonne question. La première question basique, c'est quelle est la différence ? La différence, reprendre les titres, c'est reprendre la société en son entier. C'est reprendre une personnalité juridique qui va avoir dedans ses contrats, ses salariés, son activité, ses actifs, donc, et surtout ses dettes. Donc il va y avoir tout l'endettement qu'il y a dedans. Reprendre un fonds de commerce, c'est autre chose. Reprendre un fonds de commerce, c'est prendre des éléments d'actifs et laisser à cette société qu'il détient ou cette personne physique, en indépendant, artisan, enfin voilà, laisser en fait les dettes dedans et reprendre que l'actif qui permet de faire ce chiffre. Donc déjà, c'est deux points différents. Quand on veut acheter une boîte, la question, c'est est-ce que je prends tout ou est-ce que je prends une partie que j'intègre à une société d'exploitation et je poursuis ou à une société qui existe déjà. Le deuxième point, c'est quoi ta question ? Oui, donc la différence, c'est pourquoi choisir l'un et ou l'autre. Alors, pour moi, la première base, c'est quand on a une société qui est un peu trop endettée et qui risque d'être très dérisoire et demander beaucoup de cash pour la faire remonter, vaut mieux se concentrer sur le fonds de commerce. Alors, il y a des activités qui s'y prêtent plus, mais parfois, les boîtes, quand elles sont un peu moins viables ou un peu mal gérées,
ou trop endettés, parce que ça peut arriver. Il y a eu une phase Covid avec les PGE qui sont encore là, des redressements URSSAF, des régules URSSAF avec le stand-by. Ça peut se justifier. Et à ce moment-là, on passe sur une autre type d'opération qui est très réglementée, qui va être le fonds de commerce avec un séquestre qui est un peu plus sécurisé et qui permettra à ce moment-là de racheter que l'élément d'actif et plus les dettes et l'actif. Et ça, c'est le principal intérêt pour moi. Est-ce que si le vendeur par exemple, s'il vend uniquement le fonds de commerce, il va, qu'est-ce qu'il fait lui avec ses dettes ? Il va utiliser le produit de la cession du fonds de commerce pour rembourser les dettes qu'il a dans la société. Faut quand même faire attention, parce que quand on rachète le fonds de commerce, il faut s'assurer que la boîte elle est pas en état de cessation des paiements. Le cédant en tout cas. Pourquoi ? Parce que on va être du coup dans une période de nullité suspecte qui pourra emmener le mandataire judiciaire et l'administrateur en liquidation ou en redressement à venir annuler la cession. Pourquoi ? Parce qu'ils estiment qu'on a bradé et cédé, parfois mal vendu, un fonds de commerce qui finalement était l'actif principal pour recouvrer les sommes pour les créanciers. Et donc on considère qu'on a mal désintéressé les créanciers et qu'il y a eu une inégalité, qui en procédure collective, tout le monde est au même plan, sauf les super privilégiés et les privilégiés. Donc ça déjà, il faut faire très attention parce qu'à la fin, on vous rembourse pas le prix, on vous récupère l'actif et vous avez un peu tout perdu en tant que repreneur. Ça, c'est hyper important. Peu importe les déclarations. Alors le point qui va atténuer, c'est le fait qu'ils pouvaient pas savoir. Moi, j'ai un peu plus de mal à me dire qu'on va pas savoir quand on a quand même analysé les chiffres financiers, surtout quand on a commencé pour acheter une boîte pour finalement acheter que le fonds de commerce. Tout à fait. Donc en termes de preuves juridiques, ça me pose un peu plus de sujets là-dessus. Céder un fonds de commerce, c'est peut-être une structuration différente. C'est hyper bon pour l'acquéreur, pour la revalorisation dans son actif en termes et même d'amortissement fiscalité. Alors que pour le cédant, céder une boîte, il peut vraiment s'optimiser avant de céder. Donc parfois, ça peut avoir un impact aussi de céder fonds de commerce versus les titres. Attention, le fonds de commerce, ça entraîne la cession des salariés comme pour une société. Ouais. Ça entraîne les actifs, mais par contre, ça n'entraîne pas automatiquement la cession des contrats. Tout ce qui va être gros contrats fournisseurs, gros contrats clients, notamment des contrats cadres, un contrat de franchise par exemple, tous ces éléments-là, on ne peut pas imposer un co-contractant. Quand on rachète une société, le seul contractant, le co-contractant, c'est la société. Donc elle ne change pas. C'est le propriétaire de cette société qui change. Quand on est en fonds de commerce, ce qui va être différent, c'est que le co-contractant va changer. C'est-à-dire que c'est plus la société qui est contractante, c'est le nouveau repreneur, directement ou indirectement, qui va devenir contractant. Et légalement, on ne peut pas imposer un co-contractant à un fournisseur. Donc, ou en tout cas un contractant. Donc en fait, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que le co-contractant a le choix de dire je poursuis le contrat ou pas. Donc pareil, dans la condition suspensive de la promesse pour un fonds de commerce, il faut vraiment être vigilant et mettre un gros warning là-dessus. Si on achète pour avoir des parts de marché et ce type de contrat, il faut les sécuriser et mettre la condition suspensive qui donne leur accord pour poursuivre le contrat sur le temps restant à courir. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'est-ce qu'à l'instar d'une garantie d'activité passif pour la reprise d'une entreprise, est-ce qu'il y a une garantie quelconque pour la reprise d'un fonds de commerce ? Alors oui, mais elle n'a pas la même fonction. On va avoir un séquestre. Le séquestre juridique, il vient... alors, il est obligatoire, normalement, sauf autorisation exceptionnelle de l'acquéreur. Mais du coup, ça le rend solidaire si jamais il y a un passif non révélé. D'accord. Attention, ce séquestre, il est là pour bloquer les sommes. Ça peut aller jusqu'à 4 mois et demi, qui est le délai de solidarité fiscale, qui permet au fisc, pendant 4 mois et demi, de venir à compter de la publication au BODAC et pas à compter de la cession, qui viendra dire, moi j'estime, il y a une cessation d'activité, on me doit encore ça en TVA, ça en CFE, ça en IS, etc. Lui, c'est le super privilégié. Et il y a 10 jours de délai d'opposition sur ce séquestre à compter de la publicité au BODAC pour les créanciers lambda, l'URSSAF étant compris comme un créancier chirographaire, donc un créancier lambda. Il faut à minima que le prix et donc la somme séquestrée correspondent aux inscriptions qu'il va y avoir sur un état de nantissement et privilège du fonds de commerce. Ça, c'est la base. Si c'est pas le cas, ça va entraîner la solidarité du du repreneur. Pourquoi ? Parce que, en fait, le prix n'a pas assez désintéressé les créanciers privilégiés qui vont avoir ce super privilège. Alors, on va avoir l'URSSAF, on va avoir le privilège du bailleur, parce que beaucoup de bailleurs sont pas réglés souvent quand il y a une cession de fonds de commerce. Ça arrive, c'est beaucoup de commerces de proximité qui ont des trésoreries un peu difficiles. Il va y avoir tous les contrats de leasing, LOA, les contrats de crédit, endettement, et également tout ce qui va être le fisc,
qui est la base. Ça, c'est au moins ça qu'il faut sécuriser. Le reste, ça va être au marle-franc, comme on dit en juridique. C'est-à-dire que, en fonction de ce qui reste, on va faire proportionnellement, égalitairement pour tout le monde. Il y a aussi un aspect fiscal qui est à ne pas négliger quand on prend un fonds de commerce ou même d'un point de vue du vendeur d'un fonds de commerce. À partir d'un certain seuil, c'est pas forcément intéressant d'un point de vue fiscal pour lui. Il faut se dire que c'est 3% avec une franchise de 23 000 euros. Donc quand on a des fonds de commerce à 1 million, les 3%, on les sent passer. Quand on est en société, pour reprise de titres, il y a plutôt des montages pour valoriser un peu différemment. Et si on est en SAS, on a 0,1%. Donc c'est quand même pas négligeable. Et dans la reprise d'un fonds de commerce, est-ce qu'on peut reprendre uniquement une partie des contrats de travail et se dire ces personnes ne vont pas forcément participer activement à l'activité, à l'actif de l'entreprise. Est-ce qu'on peut sélectionner les contrats qu'on veut reprendre ? Alors normalement, non. Je dis bien normalement. Légalement, non. La règle, c'est je reprends les salariés rattachés au fonds, c'est automatique. Et à ce moment-là, quand on reprend les salariés attachés au fonds, c'est automatique. C'est à nous de décider ensuite est-ce qu'on va le faire sortir ou pas, soit parce qu'il y a un doublon, soit parce que il est pas bon, soit ça se passe mal, il y a une baisse d'activité, peu importe, il y a plein de justifications. C'est du volet social, c'est moins mon sujet. Par contre, ça arrive, et ça se fait beaucoup en tout cas en fonds de commerce, de dire écoute, tu règles le cas en rupture conventionnelle avant. Et moi, je reprends qu'un tel et un tel. Ça se met pas forcément dans les actes, attention. C'est des accords entre eux qui vont se faire. Ça n'empêche pas que normalement la loi oblige qu'en cas de réembauche pour ce même poste, il y a la priorité sur le salarié qui est sorti. Donc avec parcimonie, il faut faire attention. Ce qui va être un peu différent sur une reprise de société. Tout à fait, parce que les salariés sont rattachés dessus et puis c'est la vie classique d'un contrat de travail. Alors tout à l'heure, tu as évoqué les audits qui ont lieu évidemment après la signature d'une LOI, si tout se passe bien. Est-ce que tu peux nous décrire comment ça se passe un audit juridique, une due deal juridique? Je pense que c'est propre à chacun. Chez moi, il va y avoir la liste des pièces et d'informations dont on a besoin. Le premier contact aussi avec quand il y a le conseil en face, parce que ça aide beaucoup d'avoir un bon relationnel avec le conseil qui va te donner les pièces et qui va pas te faire galérer pendant 1000 ans, parce que en vrai, le pauvre cédant, il a autre chose à faire. Il a toujours délégué à son expert comptable, à son avocat, en interne, et du coup, parfois, une convention réglementée, il saura même pas ce que c'est. Parfois, il en a même pas entendu parler. Donc du coup, ça c'est la première petite étape. On va avoir un gros volet de pièces qu'il va falloir trier, un peu regarder grossièrement, on va dire sans analyser, qui va déjà nous mettre sur la piste de dire il manque telle pièce, ou là attention, faut être vigilant, faut demander des éléments supplémentaires, plus sur cette liste qu'en général moi je fais cocher par le cédant pour dire est-ce que ça s'applique pas, déjà on gagne du temps, et en plus pour que lui s'engage, et en même temps ça permet de dire il manque telle pièce ou il en manque pas. Ça, c'est la deuxième étape. Ensuite, pour moi, on fait la première grosse analyse avec un pré-rapport. Moi, je fais toujours une visio ou un rendez-vous avec l'acquéreur pour qu'on fasse un vrai point sur les premières problématiques. Quel point on creuse? Est-ce qu'il a déjà des éléments de réponse ou pas? Et là, on va voir les conseils et ou le cédant qui vont donner plus d'explications, des pièces complémentaires, et on finalise notre rapport. Et à partir de ça, dans ce rapport-là, il y a normalement toute une case chez moi qui permet de dire voilà les pistes à améliorer ou pas, et qu'est-ce qu'il y a à prendre en compte sur l'acquisition ou pas, parce que c'est la base, de dire voilà, est-ce que ça a un impact valo, est-ce que là c'est chiffré, il y a un vrai risque, est-ce que ça mérite de déplafonner une partie de la gap sur un plafond spécifique, voilà. C'est toutes ces questions-là qui permettent de répondre. Donc, et justement, quels sont les, en général, de par ton expérience, sûrement, quels sont les principaux points surveillés dans un audit juridique? Alors, la base de base, la propriété des titres. Ça m'est déjà arrivé. Il y a eu un problème de compte, donc en fait, les parts, elles n'existent pas sur ton SARL. Il y en a une oubliée, en fait, c'est mal réparti, donc on a un vrai sujet. Donc si on transforme, c'est pas grave, et si on transforme pas, c'est un vrai sujet. C'est pas purgé. Dans tout ce qui est indivision, usufruit, c'est toujours des membres de propriété, c'est toujours un peu touchy, donc il faut quand même regarder ça. Puis parfois, c'est des anciennes cessions, et on s'aperçoit qu'il y a une part qui n'a pas été cédée, ou qui traîne, enfin voilà. Donc ça, c'est la première chose, la propriété des titres. Il va y avoir tous les gros contrats, notamment les contrats sur lesquels on s'appuie, cadre, franchise,
clients, fournisseurs, enfin tous ces gros contrats sur lesquels l'activité repose et qui pour nous est essentiel. Ça, il faut regarder qu'il n'y ait pas de clause de changement de contrôle. Pareil dans les contrats d'endettement. Pourquoi ? Parce que si demain, en fait, rien que du fait que le majoritaire change, et je l'ai même vu sur des dirigeants, c'est plus rare, mais j'en ai vu, si le dirigeant change, eh ben, le co-contractant se réserve le droit de finalement entraîner la déchéance du terme, c'est-à-dire résilier le contrat. Et donc, tout ce qui reste encore à payer, par exemple pour de l'endettement, bah, il faut le payer. Donc, un prêt où il reste 300 000 euros, bah, plus 300 000 euros de dette, c'est sympa. Et pour des contrats cadres vraiment fournisseurs à activité avec des tarifs préférentiels ou même le client, bah, du coup, on perd une part de marché ou de fournisseurs avec des bonnes marges. Donc ça, c'est hyper important pour moi. De bien vérifier les différents contrats fournisseurs, clients et contrats salariés aussi, c'est ça. Il y a des clauses, on va dire, que rapidement t'identifies comme étant des clauses dangereuses ou nuisibles. L'objet social, je me suis retrouvée dans du bâtiment où la personne en fait faisait l'activité accessoire à titre principal et pas du tout sauf qu'en fait elle avait pas forcément les agréments pour, parce que du coup elle était pas inscrite à la CMA, notamment dans le bâtiment. Ça veut dire qu'aussi elle a pas les bonnes responsabilités auprès des assurances, c'est pas les bonnes attestations. Donc en fait ça peut vite être un sujet parce que il y a un litige, finalement on n'est même pas couvert en fait. Les litiges, ça il faut regarder. Moi je fais pas d'analyse parce que c'est pas mon métier et souvent les activités c'est très spécifique, mais par contre il y a au moins on répertorie, et là où ça aide bien c'est quand il y a des expertises, notamment dans le bâtiment. Là c'est hyper intéressant de se dire en fait quand la société elle est quand même donnée perdante à 70 ou 80%, bon, il faut quand même, et ça a un vrai impact sur comment ça a été provisionné dans les comptes. C'est un vrai travail aussi avec l'expert comptable ou le financier qui va auditer ces comptes-là et qui va s'assurer que les bonnes provisions sont passées. Est-ce que ça va jouer sur la gap ? Et le dernier point, il y a le bail. Pour moi, le bail, on en a parlé tout à l'heure. Quand on arrive au-delà de 12 ans, il y a un déplafonnement. Ça peut être un sujet. Ça peut être très coûteux et à la fois problématique aussi pour la continuité de l'activité et de l'exploitation. Ouais. Et tout à l'heure aussi, tu as parlé des clauses de changement de contrôle. Ouais. Est-ce que c'est toi qui les accompagnes sur la négociation dans ces clauses de changement de contrôle ? Ça m'arrive, ça dépend. Il y a deux écoles. Soit on laisse le bébé au cédant qui va devoir aller contacter tous ces banques, fournisseurs, créanciers, clients, etc. Enfin, tout ce qui est stratégique pour la boîte et qui va dire voilà, je suis en train de vendre, pouvez-vous me mettre par écrit que, et donc on lève la condition. Soit ça se fait plutôt main dans la main, où on va envoyer ce courrier avec le cédant et l'acquéreur, et on va dire voilà, est-ce qu'on peut faire une rencontre ? Ça arrive quand il y a des gros contrats. Oui, bien sûr. Notamment des vrais contrats cadres clients. Ils s'engagent sur plusieurs années, souvent sur des appels d'offres. C'est important qu'ils sachent quel est l'interlocuteur. Donc du coup, il va y avoir une présentation, on va les accompagner avec des bons courriers qu'il faut. Ça peut du coup ralentir beaucoup le process parce que la clause, la condition suspensive, elle n'est pas levée comme ça. Il faut que ça soit traité en interne. C'est souvent des gros appareils qui vont devoir les traiter. Et donc du coup, ça a un impact sur le temps et le délai de l'acquisition. Mais ça veut dire, donc c'est des points qu'on est censé mettre directement dans la LOI. Mais est-ce qu'on a justement pour identifier ces clauses de changement de contrôle, ces contrats, est-ce qu'on a, en général avant la LOI, on n'a pas toute l'entièreté d'informations, on a les éléments principaux qui vont nous permettre de fixer un prix, d'imaginer la structure du deal. Mais c'est vrai que je ne sais pas si toi de ton côté tu as déjà vu des changements de contrôle qui ont fait perdre peut-être aussi ensuite par la suite des clients, des fournisseurs. Oui, sur des contrats, des gros contrats 4 clients justement, notamment des appels d'offres qui durent 3-4 ans sur des parts de marché, qui font qu'on est quand même sur des activités de niche, ces activités souvent industrielles, sur des petits points, qui font que, en fait, ils perdent de ce contrat, ils ont perdu 40% de chiffre d'affaires. Ah ouais, c'est impressionnant. Et effectivement, mais ça, en général, on le sait. Alors, il y a deux écoles pour la clause de changement de contrôle qu'on peut mettre en condition suspensive sur la lettre d'intention. Quand c'est des activités où on sait que c'est très cyclique et qui dépendent de certains co-contractants, on le sait dès le début parce que c'est annoncé. Dans ce cas-là, on va le mettre directement avant d'auditer. D'accord. Après, ceux où on le sait pas forcément, parce que c'est des boîtes qui font plusieurs millions, qui a plein de clients, et même 20% devient du coup important. On a quand même l'audit qui va justifier ça. Si on voit qu'en fait, et comptablement, en tout cas financièrement, il y a une dépendance, et de l'autre côté, on a une clause qui est un peu mauvaise, là, on peut justifier au cédant de dire, voilà, on va le rajouter. Il faut
particulièrement ce contrat et ce contrat. En fait, alors faut pas le faire sur tous les contrats. Oui. Parce que quasiment tous les contrats, ça, il faut se dire quelle est la perte, quel est mon risque et surtout qu'est-ce que je veux sécuriser. Sinon, ça va être très compliqué, on s'y n'aura jamais. Ah ouais, tout d'abord, surtout en fonction de certains secteurs, effectivement, il peut y avoir une multitude de contrats avec des clauses de changement de contrôle. Donc après, c'est plutôt une question ensuite de feeling. Quand il y a un repreneur qui reprend une boîte et qui doit négocier donc la continuité de ce contrat avec l'autre partie. Le feeling, la confiance, il y a toujours cette période d'essai, on n'est jamais assuré qu'il reste. En tout cas, qu'il va renouveler. Mais si déjà on dit oui, je vous l'ai vu les 3 premiers mois avant la signature, c'est bon, j'ai confiance, on lève la condition, il a au moins les dernières années qui restent. Après, libre à l'acquéreur de lui faire son relationnel. C'est de la politique en quelque sorte. Alors, on va parler maintenant d'un sujet qu'on a évoqué au début de podcast et tout au long, la garantie d'actif et de passif. Donc, un mot barbare, mais que mine de rien, il y en a peu qui arrivent à comprendre aussi la subtilité de cette garantie. Qui porte à la fois sur les actifs et sur le passif. Alors, il y en a qui font que de la garantie de passif. Oui, exactement. Je suis pas très fan, moi, mais... je sais même pas en général sur... Alors, la garantie j'en ai de passif... jamais vu, moi. C'était alors, j'en m'est arrivé une fois. Je crois que c'est une activité d'expertise comptable. Il n'y a que du passif. Il n'y avait que du passif. Il n'y avait pas d'actif. Je me suis dit, bon, d'accord. Moi, ça me dérange pas de reprendre. Je pense qu'ils se sont dit que les clients, il y a tellement d'experts comptables que ça peut être volatile et que comme ça repose pas forcément que sur ça, voilà. J'en sais rien, je sais pas. Mais en tout cas, là, je sais pas pourquoi ça avait été proposé en que passif. Moi, je suis pas très fan. Là, on va juste être prémuni de tout passif, soit connu, prévisible, mais qui n'est pas arrivé. Qui est ressorti en audit. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien le mettre. C'est pas tout le monde qui le fait. Et l'autre, sinon, ça va être plutôt du passif non révélé qui arrive. Je sais pas, on a licencié 3 mois avant un salarié. Il fait des faits, j'en sais rien, de harcèlement moral ou on l'a forcé à démissionner, j'en sais rien. Il va attaquer. Donc, du coup, la société va être tributaire. Et à ce moment-là, c'était pas forcément révélé. On pouvait pas trop savoir les conditions. Et puis voilà. Par contre, actif et passif, on va prendre aussi le volet actif. C'est-à-dire qu'en gros, on vous dit qu'il y a tant d'actifs qu'il faut tant, et en réalité, c'est une insuffisance parce que soit cet actif n'existe pas, soit cet actif, en fait, n'est pas valorisé. Par exemple, aussi en propriété intellectuelle, quand c'est une activité qui repose beaucoup sur des marques, des noms de domaine, des choses comme ça, qui sont hyper importantes, on va arriver qu'ils n'ont pas déposé les marques. Donc, ils vendent des choses qui n'existent pas. Quelqu'un qui va prendre et déposer les marques et qui va venir vous faire un contentieux en disant, en fait, elle n'est pas à vous, elle est à moi. Voilà, ça peut être des éléments qui ça coûte quand même de l'argent, et même s'il y a quand même une antériorité qu'on peut prouver, on va prendre 2, 3 ans, 4 ans de procès de frais qui fait que on pourra mettre en œuvre cette garantie parce qu'il y a un doute sur la propriété. Surtout qu'en France, c'est obligatoire de mettre en place une GAP. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. C'est complètement contractuel. Et donc, est-ce que tu vois que certains refusent de fournir une GAP ou la limite drastiquement Alors, on voit un peu de tout. Notamment en small cap et en very small cap. Il y a des cédants qui disent moi, je donne aucune garantie. Ça arrive, tu la prends comme ça ou pas. Bon, parfois ça passe. Ils sont très forts. Mais c'est pas le scénario le plus... Enfin, en général, quand on a un conseil, c'est le scénario le plus dingue, à part si le salarié, le repreneur veut vraiment cette boîte, ça n'arrive pas plus tout le temps. Et il y a le fait de, moi, je veux bien, mais je donnerai pas de garantie de la garantie pour contre-garantir ce plafond. Moi, je donne le plafond ultra minimal. Il y aura pas de déplafonnement de gap sur certains sujets. Voilà, c'est de la négo. Ce qu'on va lâcher d'un côté, il faut le récupérer de l'autre. Ça arrive. Moi, j'ai beaucoup l'argument de « Ah non, mais on s'entend bien avec le cédant, on se fait confiance. » Donc, il m'a dit qu'il y a 5 ans, il avait été audité en URSSAF, il n'y a aucun risque. Prescription 3 ans. Mais voilà, bon, ça arrive. Et puis, c'est pas parce qu'il y a 5 ans, il y a eu un contrôle qu'il n'y en aura pas un nouveau aujourd'hui. Il y a aujourd'hui 5 ans à auditer. Donc, ça m'arrive. J'essaie de me battre contre ça, surtout sur les primos qui comprennent pas. Par exemple, ils vont pas comprendre la base qui va être le plafond de la garantie et le garantie de la garantie. J'avais fait un post là-dessus d'ailleurs, on m'a beaucoup contacté à la suite de ça, parce qu'on est tellement... en fait, ils pensent que parce qu'on a, je sais pas, 30% du prix qui est le plafond de la garantie, alors ça équivaut à 30% de la garantie. Et donc, c'est la même chose, donc il ne veut pas bloquer, etc. Et en fait, c'est 2 choses différentes. On a un plafond de garantie,
Mais pour être sûr que ce mécanisme soit bien respecté, il faut qu'il y ait une... on met la contre-garantie. Tout à fait. Et beaucoup d'acquéreurs et cédants d'ailleurs ne comprennent pas forcément la différence. Souvent d'ailleurs la contre-garantie elle est un peu plus basse. C'est juste pour s'assurer que si demain il y a défaillance du cédant quand on va le chercher, alors on a un mécanisme qui permet d'aller chercher parce que ça implique très souvent un blocage de prix. Pour moi, tout ce qui n'implique pas un blocage de prix, c'est quand même moins efficace. Ouais. Un cautionnement, si on n'a pas bloqué des sommes, on ne sait pas ce qu'il y a dans le patrimoine du dirigeant. Le dirigeant, il peut s'en aller. Faire un cautionnement d'une personne morale qu'on peut liquider derrière, si on ne met pas la solidarité avec l'associé ou le dirigeant, je ne vois pas l'intérêt. Les nantissements de toi, moi, faire un nantissement de titre ou de fonds de commerce sur une boîte qui finalement va être plantée ou qui va reprendre sa boîte, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc voilà, pour moi, ce qui est vraiment efficace, c'est le séquestre. Et ça va être aussi la garantie de la première demande. Très pro-acquéreur, la garantie première demande, puisqu'on va à la banque, on bloque une somme et sans justificatif, on vient lui dire je mets en œuvre, il m'a pas payé, tu me donnes et on discutera après. Ce qui est un peu différent sur un séquestre, parce qu'un séquestre... la CARPA et ou la Caisse des dépôts, quand c'est un notaire, c'est beaucoup plus structuré. C'est-à-dire qu'ils vont pas déséquestrer si on leur dit pas que c'est la fin du séquestre ou alors qu'on a eu un jugement qui permet de justifier ce séquestre. Donc c'est moins sympa pour l'acquéreur qui va pas avoir de l'argent immédiat et un procès ça peut durer longtemps quand il y a contestation du cédant. Mais au moins on a cette garantie que cette somme elle est bloquée. Parce que cette somme, d'ailleurs, elle, pour le vendeur, chaque année, elle est dégressive dans le sens, elle est libérée sous 3 ans. On le met sur la prescription fiscale, en fait. On estime que c'est à peu près 3 ans. C'est la prescription fiscale. Et donc, du coup, au fur et à mesure qu'une année passe, on estime que le risque est moindre. Parce qu'on estime que quand même, c'est le fiscal qui est le plus gros enjeu sur une garantie. Et donc, du coup, au fur et à mesure qu'une année passe, un exercice passe, on va sur le deuxième, etc. Moi, en général, sur tout ce qui est propriété, comme c'est imprescriptible, je laisse la gap à l'illimité, mais voilà. C'est quoi les pratiques de marché en termes de plafond de la gap, de franchise Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Sur mon secteur, en général, en plafond, on est entre 20 et 30%. D'accord. Du prix, on parle quand on parle du prix, exactement. Du prix en plafond de la garantie. En tout cas, moi, c'est ce que je fais très souvent et ce que je vois à peu près dans mes dossiers. Pour la garantie de la garantie, je suis toujours entre 20 et 15. D'accord. Après, ça dépend. On va pas faire peut-être 30% d'une boîte à 6 millions d'euros. C'est énorme. Donc, on va un peu ajuster et laisser un montant assez nécessaire qui fera que ça peut quand même prendre en compte ce risque. Et c'est pour ça que plus la qualité des discussions avant, plus c'était qualitatif, plus il y avait une transparence et moins... on est moins sévère sur une gap, notamment les audits. Moi, j'ai eu des cas où on audite, le cédant ne voulait pas donner des documents. Il y a un moment, je vais pas dire on va être sympa et on fait 10% de plafond de la garantie. Parce qu'au contraire, ça te rassure encore moins. Ça rassure pas. Et ça, peut-être, c'est un message qu'il faut faire passer aux cédants. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont tellement sûrs de leur activité, et je peux comprendre, ils sont 25 ans là-dedans. On est en train de venir regarder au microscope leur société, leur structure où ils y ont mis 25-30 ans de leur vie. Et on leur dit, attends, je te cherche une faille pour te dire que ça vaut pas ça. Moi, je peux comprendre que ça blesse un peu en termes d'écho. Ouais, et parfois, on n'identifie pas aussi. Nous-mêmes, on ne sait pas. Mais en vrai, on n'identifie pas. Ça peut arriver. On a fait confiance à des tiers. On a beaucoup délégué. On fait tous des erreurs. Donc, du coup, on vient quand même regarder. Donc, le but, c'est pas de faire une gap hyper sévère parce que la personne n'a pas voulu collaborer. Si ça se trouve, elle a raison. Donc, en fait, on va revenir à la base, c'est que la coopération du cédant permet d'avoir une gap, on va dire, proportionnée. Au moins, on est au coopératif, au plus c'est mal géré et il ne règle pas les choses en amont, au plus la gap, elle va être sévère, ce qui est normal. Alors justement, Élodie, quels sont les pièges habituels que tu vois dans la structuration d'une gap ? Côté cédant, ok. Côté acheteur, peut-être là où moi, je fais toujours en sorte de ne pas mettre les audits exonératoires. Ça, pour moi, c'est un vrai... et donc, du coup, c'est un vrai point sur la détermination de la définition de la notion de passif. Le passif, il y a 2 écoles. Soit c'est le passif non révélé, soit c'est tout le passif qui peut arriver et qui n'est pas prescrit et qu'on a pu voir même s'il n'a pas été mis en œuvre. Et j'essaie de ne pas rendre les audits exonérateurs parce que c'est trop facile, il y a un contentieux, on nous a donné les éléments, alors du coup, c'est pas exonératoire, c'est exonératoire parce qu'on le savait déjà, mais en fait, non.
Quand tu dis audit exonératoire, pour les gens qui nous écoutent, ça veut dire qu'en gros, comme on a tout vu en audit, du coup, on pourra pas faire jouer la gamme dessus. C'est ça, d'accord, très bien. Il y a deux écoles. Hein. Moi, je suis pas de cette école-là. Je trouve que pour l'acquéreur, c'est pas cool du tout. C'est même hyper insécurisant. Parce que c'est pas parce qu'on a vu un préjudice qu'on a même pu chiffrer, mais qui ne s'est pas passé. On peut savoir qu'il y a un risque fiscal et tant qu'on n'a pas le contrôle, on va pas aller se balancer. Donc, du coup, ça veut pas dire qu'il faut l'annuler. Et c'est quand même des erreurs qui ont été faites par le passé, par le cédant. Donc du coup, tu me dis si on est trop long. Donc du coup, à ce moment-là, moi j'estime qu'il ne faut pas que ce soit exonératoire. Ça, c'est un vrai sujet dans la notion de la définition de passif et la notion d'audit exonératoire. Est-ce que dans la GAP aussi, il y a une partie qu'on inclut sur la partie transition avec l'accompagnement du cédant dans la phase post-reprise? Alors moi, je ne le mets pas dans la garantie d'actifs et de passifs, je vais le mettre dans l'acte de cession. Ouais, d'accord. Il y a toute une partie accompagnement qui, à mon sens, devrait être très court. Ça dépend de l'activité, ça dépend sous quel format. Je mets juste un petit warning parce que les gens adorent faire des CDD, sauf que le CDD, juridiquement, ne s'applique pas dans ce genre de cas. Et alors, je suis pas la spécialiste, hein, mais on a eu plusieurs fois le cas. Et en fait, le problème du CDD, c'est qu'il y a 6 cas réglementés par la loi et l'accompagnement du cédant n'en fait pas partie. Mais bon, c'est des points qui reviennent vraiment. Ouais, bah oui, parce que ça pas sur 3 mois, on s'en fiche. Sur 18 mois, ça peut être un sujet en termes d'ancienneté. Mais sur 3 mois, c'est pas trop un sujet. Mais voilà, à proportionner, parce que moi, je suis pas trop pour le CDD. Et il faut faire toujours attention au volet fiscal non plus dans cet accompagnement. Donc on a le droit au CDI quand c'est un dirigeant qui a 3 ans de la retraite et qui a envie d'eux, on s'entend bien, il fait une passation, il devient salarié, pourquoi pas. Et il va y avoir, mais c'est un cas pour moi très spécifique, et après il va y avoir tout ce qui va être prestation de services aux micro-entrepreneurs pour finir, ou réemploi dans la holding qui rachète en OBO. Voilà. Ça, c'est plutôt là où je vais cadrer les choses. Donc, si on est plutôt en prestataire, on fera un contrat de prestation de service. Quand on a à titre gratuit, moi, je laisse plutôt, et très court en général, je laisse plutôt dans l'acte de cession. Attention, il y a des warnings fiscaux sur le fait de dire qu'on fait un accompagnement non rémunéré qui est compris dans le prix. Parce qu'il n'y a pas la même fiscalité sur une prestation de service, tout ce qui est TVA, etc. Alors que quand on est au-dessus, c'est soumis à la plus-value. Donc il y a quand même un warning fiscal, c'est pas du tout le même type de prestation normalement. Et donc, justement, pour rebondir sur ça, en parlant de prix et de transition, il y a aussi toujours un aspect dans les négociations, c'est le complément de prix. Donc, comment bien se protéger quand il y a un complément de prix, c'est-à-dire protéger du coup pour le vendeur, faire en sorte qu'il touche bien l'argent qu'on lui a promis en fonction des objectifs qu'on lui aura fixés. Est-ce que... Alors la base de la base, c'est se mettre d'accord sur la règle de valorisation et donc de calcul. Peu importe, ça c'est beaucoup sur le BE, mais retraité, non retraité, etc. Mais bien se mettre sur ces éléments-là financiers et déterminer la base, la formule de calcul. J'ai eu un deal qui a pété à cause de ça. Et il y avait des écarts significatifs parce que certains retraitent trop, l'autre ils retraitent pas assez. Donc en fait, lui il estime que, pareil sur le débat sur la trésorerie nette, qu'est-ce qu'on met dedans. Ah ouais, ça c'est. Et les deux, ça c'est la base. Et le financier, contrairement à ce que tu penses, il y a des financiers qui comprennent pas. Il y a des personnes peut-être qui sont moins l'habitude d'intervenir et qui vont faire ponctuellement, ils comprennent pas qu'il faille détailler tous les postes qu'on va y mettre. Surtout, au plus on monte, au plus c'est important. Et moi, ça a pété sur vraiment un deal vraiment important. Donc, c'est hyper important de pas négliger ça. Et je vais même te dire, je le mets direct dans la lettre d'intention. Ah, je comprends. Ça évite d'avoir ce débat post-audit où on va dire au moment de la promesse, non, et je pète le deal et on a investi beaucoup de temps et d'argent. Bien sûr. Déjà, c'est ça, c'est la base. Et maintenant, il y a aussi tout ce qui est méthode de détermination des comptes, les nouveaux quand on attend soit la situation intermédiaire, soit les comptes finaux. Je sais pas, exercice au 31, on est en novembre, on les attend. C'est hyper important de mettre une procédure de détermination et si on n'est pas d'accord, comment on le conteste et est-ce qu'on va devant le juge ou pas. Parce que sinon, on va avoir des débats sans nom et en fait, les comptes ne sortiront jamais. Et pour la garantie d'actifs et de passifs, on n'a plus de compte de référence. Et en plus de ça, on peut plus déterminer ce complément de prix. Et l'autre point, moi, j'aime bien mettre les earn-out sur le recouvrement des créances clients. Ah, ouais. Moi, j'aime beaucoup le faire. Pas mal. Pourquoi ? Parce que, en fait, j'ai parfois des deals où on arrive, donc on a bien dans l'actif 200, 300, 400 000, 1 million de créances clients. Et en réalité, quand c'est mal audité, ça peut arriver, ou quand on audite, on s'aperçoit que, en fait, il
Il y en a peut-être 30% qui datent de 3 mois, 50% qui datent de 6 à 8 mois, et puis le reste, ça fait 1 an ou 2. Et en réalité, on n'est pas à 1 million de créances. On va être peut-être en réalité qu'à 500 000. Ouais, c'est ça. Donc, mettre une partie de leur note sur le fait d'avoir recouvré les sommes, soit par l'acquéreur, soit par le cédant, et souvent le cédant, dans l'accompagnement, c'est une de ses missions, ça a vrai sens parce que du coup, il a la main dessus. Et au moins, on permet de recouvrer au maximum et que c'était pas du vent, parce que finalement, la valo repose aussi sur ses créances clients. C'est intéressant, parce que t'as souligné un point important, savoir que le cédant garde encore le contrôle. Ouais. Parce que, ça arrive, même de mon côté, des dirigeants qui me disent, voilà, moi, j'ai jamais été payé sur ce complément de prix parce que j'avais un objectif d'EBITDA. Bon, sauf qu'en fait, quand l'acheteur il reprend, il a son propre modèle de coût. Ouais. Il peut faire en sorte peut-être d'augmenter les charges ou de faire en sorte que l'EBITDA ne soit pas celui. C'est pour ça que quand l'earn-out il repose sur le chiffre d'affaires, l'EBITDA, des rentabilités, il faut absolument. Moi, je mets toujours le cédant, il a toujours la main un peu, au moins de participer avec un board, ou faire des reportings, ou avoir une casquette commerciale, à un point où il a la main pour aller faire ce recouvrement ou cette augmentation d'activité que l'acquéreur attend. Alors Élodie, je vois l'heure qui passe. On arrive presque au terme de ce très bel échange. Hein. C'était passionnant, mais je sais qu'on pourrait on peut en parler tellement je pense. On faire plusieurs épisodes sur ces différents sujets. Mais voilà, je voulais que tu nous parles si récemment, justement, peut-être tu as eu un cas, un deal que tu as fait, que tu as réalisé, que tu souhaiterais soit mettre en avant, ou sans forcément dire le nom, mais dans lequel tu as souhaité... tu sens que tu as pu faire en sorte que le deal aboutisse? Moi, je dirais plutôt un deal en cours qui est bientôt en phase de se signer, donc qui se reconnaîtra. Je révélerai pas le secteur, mais c'est une très belle boîte. C'est un salarié qui reprend. Moi, j'adore le LMBO. Il reprend avec, en complément, en fait, des investisseurs, plutôt business angel du secteur, et qui fait réinvestir l'associé en OBO minoritairement à 10-15%. Et je trouve que c'est une très belle réussite. Là, on est bientôt en phase de signer parce que la relation, en fait, salarié qui monte et cédant qui s'en débarrasse, en quelque sorte, et qu'il y a d'autres activités, hein, donc ça joue aussi dans le contexte, fait qu'il est content de donner à quelqu'un qui est très investi. Ils sont hyper en synergie. Ils sont tous d'accord pour l'aider et le conseiller parce qu'il n'a pas été dirigeant avant. Il a quand même les rênes un peu indirectement depuis quelques mois. Et franchement, ça se passe super bien. Les structurations, elle est fluide. Le pacte d'associés, il coule de source. Je crois que j'ai jamais autant si peu négocié avec un confrère où on est quand même très alignés. Avec la partie adverse, avec l'avocat de la partie adverse. Ouais. En tout cas, du cédant qui réinvestit, qui est le majoritaire des minoritaires, en fait. Okay. Et ça, c'est important, Il faut avoir une bonne relation avec, parce qu'il y en a, avec les conseils adverses, on va dire. Ouais, c'est vraiment, on est en phase vraiment très cool. Chacun veut faire en sorte que son client on est vraiment obtienne les bonnes conditions. Deal maker. Ouais, c'est exactement. C'est vraiment ça. Et je trouve qu'il illustre vraiment le cas du deal maker. Et c'est quand le closing si tout se passe bien? Fin mai, très bien. Ah oui, d'accord. Donc c'est important. Donc je te souhaite que ça aboutisse. Je croise les doigts pour toi, Élodie. J'espère. Merci beaucoup pour cet échange. Alors, pour clôturer cet épisode, est-ce que tu pourrais nous partager peut-être quelques conseils en grande ligne, évidemment, qui résumeraient tout ce que tu as pu dire durant cet échange pour un futur repreneur, un futur acheteur d'une entreprise? Alors, plusieurs. Je vais en faire Vraiment, il faut se faire accompagner, mais ça, c'est la base. Et ça, tout le monde le répète, mais je fais un petit rappel. Ne pas écouter les solutions miracles où on peut tout acheter avec rien. Ouais. Ça, c'est un peu faux. Si c'était le cas, ça se saurait et je pense qu'on n'existerait même pas. Ni toi, ni moi, je pense d'ailleurs. Et ni les banques. Et alors, un conseil vraiment pas juridique, mais qui a vraiment son importance sur la psychologie acquéreur-cédant, c'est un deal qui traîne trop et qui est pas fluide et qui ne marche pas, il faut pas s'entêter. Ça, c'est la base parce que c'est une perte de temps et souvent, dans 90% des cas, une non-signature. Ça, c'est vraiment la base. Il y a assez de deals aujourd'hui. Et même, on dit qu'on manque de repreneurs. Donc, même si c'est difficile d'aller sourcer, je comprends, pour moi, c'est un peu la base de se dire ne forçons pas pour forcer. Et vraiment un peu plus juridique, ne pas négliger les audits, c'est ce qu'on s'est dit. Le plafond de la gap, parce que le plafond de la gap, c'est vraiment ce qui va permettre qu'on ne va pas surpayer une société. Et ne pas passer d'une lettre d'intention directement à un acte de cession.
c'est mes 3 précos juridiques. Merci beaucoup Élodie, vraiment c'était un très bel échange, c'est passionnant et je vous recommande toutes et tous de suivre Élodie Pereira sur les réseaux, parce que tu publies très régulièrement du contenu sur ton métier pour les dirigeants qui veulent vendre ou qui veulent racheter des entreprises, et c'est vrai que c'est un contenu très pédagogique. En tous les cas, moi j'aime beaucoup ce que tu fais. Merci. Et est-ce que tu veux nous partager le mot de la fin, en lien ou non avec l'épisode, ce que tu veux, c'est carte blanche comme pour tous les autres invités. J'étais pas prête. J'avais une dédicace, une pensée à ta famille, tes enfants, même si peut-être ils vont pas écouter le podcast. Mais... ouais, je doute qu'ils aillent jusqu'au bout. Pour les faire dormir peut-être, au lieu de leur lire des histoires. Je suis pas sûre. Non, je dirais que c'est un vrai enjeu pour les 10 prochaines années. Je vais rester plus corporate. Que mon cabinet il a vocation à se développer vraiment là-dessus. Et l'association qui arrive viendra renforcer vraiment l'équipe sur la transmission d'entreprise. Donc, je pense que pour moi, les TPE et les PME sont l'économie de demain. Et si on les préserve pas, l'économie, ça va être encore pire qu'aujourd'hui. Voilà. On a un très beau tissu économique avec beaucoup de savoir-faire qu'on est en train de perdre. Qu'on est en train de perdre, exactement. C'est pas juste reprendre, c'est vraiment reprendre aussi pour l'utilité publique, je pense. Voilà, de tous. Merci beaucoup Élodie. Donc je vous recommande à nouveau, si vous êtes dans ce projet-là de reprendre une entreprise ou de vendre la vôtre, de consulter Élodie, même bien en amont d'une opération, parce que justement, c'est plus on te sollicite en amont et mieux c'est. Ça peut aller plus rapidement après, une fois que vous avez identifié la cible, mais au moins déjà préparer le terrain d'un point de vue... Il faut identifier la cible parce que c'est pas mon métier. Ça. Oui, exactement, c'est ça, oui. J'ai beaucoup de questions là-dessus, mais je précise. C'est un autre métier, c'est vrai que de sourcer... Ouais, c'est un autre métier. Je pense qu'on est... Non, mais je pense que c'est un vrai conflit d'intérêt. On peut, avec la carte outil, mais je pense que c'est un vrai conflit d'intérêt pour l'avocat de devoir suivre le deal où derrière, il est aussi incentivé pour la session. Merci beaucoup Élodie et à très très vite surtout. Avec plaisir. Oui,